Maurice, bonjour monsieur. Bonjour, par contre je connais pas votre prénom. Moi c'est Rémi. Voilà, bonjour Rémi. Très bien. Notamment. Eh bien voilà, je m'appelle Maurice, je viens spécialement de Belgique. En fait, pour regarder le téléspectateur, je regarde plutôt les petits objectifs. Voilà. Comme ça, c'est plus sympathique quand on me regarde. Donc je viens spécialement de Belgique, je suis arrivé il y a 1 heure, je vais repartir immédiatement après la manifestation. Donc c'est dire si je suis motivé puisque je fais l'aller-retour expressément pour cela et uniquement pour cela, sans aucun but de loisir ou autre. Mais ça me semblait vraiment très important de venir parce que 2024 est effectivement une année de tous les dangers avec 2 virages extrêmement dangereux puisque fin mai, il y a une décision de l'OMS où les pays vont décider si elles adoptent ou non le traité pandémie qui est un risque de véritable dictature mondiale. Donc là, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est au lendemain des élections européennes. Donc faites très attention à votre vote. Au lendemain des élections européennes, effectivement, il est déjà décidé de réviser les traités. On n'a pas encore décidé le contenu de leur révision, mais on connaît déjà les tendances. Ça veut dire élargissement. Donc élargissement, ça veut dire appauvrissement de l'Europe, puisque forcément les pays qui vont venir vont recevoir des budgets énormes. Ça veut dire un transfert de souveraineté extrêmement important depuis les différents pays membres vers l'Union européenne, ce qui va réduire nos nations à peau de chagrin au point de vue souveraineté. Transférer cette souveraineté à l'Union européenne qui veut devenir un État fédéral, c'est une catastrophe puisque on voit d'une part son fonctionnement non démocratique et en plus le niveau de corruption exceptionnel qui n'est jamais réprimé, en tout cas tant qu'à présent. J'attends d'ailleurs avec impatience le 17 mai où Ursula von der Leyen est convoquée à Bruxelles au pénal. Je m'y rendrai d'ailleurs. Mais donc ce double tournant est extrêmement préoccupant et dans la foulée, bien sûr, les risques d'élargissement du conflit ukrainien. Et ça, c'est la raison la plus immédiate de ma présence ici. Voilà, en résumé, ma motivation, mais elle est profonde. Ça fait un moment déjà que vous êtes au courant de tout ça, que vous vous déplacez, peut-être aussi en Belgique, vous participez à les manifestations. J'en parle autant que je peux, dès que je suis dans des groupes, dès que je vois des amis qui ne me semblent pas au courant, etc. J'en parle. Je suis dans des groupes de réflexion, mais des groupes également qui sont actifs, qui essayent d'informer. Je suis dans un groupe qui a débouché sur la constitution d'un parti qui a déposé des listes. Donc effectivement, c'est pas simplement de la réflexion à chambre. On essaye d'être actif et vraiment efficace et pragmatique. Et vous vous rendez compte est-ce que vous vous rendez compte de quelque chose, par exemple, des personnes qui de plus en plus vous rejoignent ou aussi peut-être des personnes qui ne comprennent pas ou qui s'en moquent, ou je sais pas, dites-moi. Comment vous ressentez les choses? Vous analysez le comportement des personnes, quoi, Je pense quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions. Ouais. Il y a un certain nombre de personnes qui ne se posent plus de questions et qui rejoignent notre inquiétude. Et puis il y en a d'autres malheureusement qui, par confort intellectuel, balayent de la main en disant on ne peut rien faire. Or, comme différentes personnes le disent très justement, les dirigeants sont 1 ou 2%, nous sommes 98%, on peut tout faire. Le tout, c'est qu'il y ait une proportion suffisante des 98% qui agissent ensemble, et à ce moment-là, on peut tout faire. Vous êtes ici à Paris aujourd'hui et vous pouvez faire peut-être une différence entre la France et la Belgique par rapport aux mobilisations, peut-être? Là, pas encore, parce qu'il y a 1 heure que je suis arrivé, donc là... Est-ce que vous vivez dans le pays et ce que vous pouvez voir de la France, même sans venir, quoi? Est-ce que les Français, ma question c'est, est-ce que les Français sont beaucoup plus à sortir, à comprendre les choses et à faire... Les Belges, ils font quoi? Ouais, vous êtes de Belgique, c'est très difficile à juger puisque d'une part je suis très régulièrement, quasi journellement, les vidéos de Florian Philippot, oui, avec un grand intérêt. Oui. Bon, je suis fatalement les résumés de manifestations, etc. Mais sans être sur place, il est difficile de se faire une idée réelle.
Bien sûr, la presse mainstream ne relaye rien. Donc c'est difficile. Non, je ne peux pas faire de comparaison objective. On peut savoir dans quel secteur vous travaillez? Oui, bien sûr. Disons que maintenant je lève le pied, mais j'ai toujours été indépendant comme juriste. Indépendant déjà, oui. Ça commence. Voilà. C'est bien pour ça que justement vous faites votre propre idée et que Absolument. vous n'êtes pas Indépendant nulle part. Indépendant. Juriste, évidemment, comme juriste, on est toujours plus sensible c'est important, ça, juriste. aux lois et à leur évolution et à la protection des libertés qui malheureusement s'en vont. Mais juristes, les lois, est-ce qu'elles sont là? Elles sont censées protéger qui? On se pose des questions quant aux lois, même en France. Il est évident que toutes les lois qui ont été votées les derniers temps sont extrêmement liberticides et posent beaucoup de questions, même par rapport à leur constitutionnalité, tant Voilà. en France qu'en Belgique. Oui. De la même façon que les traités, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau de l'OMS, on peut se demander jusqu'à quel point nos dirigeants restent dans le cadre des pouvoirs qui leur sont accordés par le peuple et s'ils n'en déportent pas largement, dans la mesure où ces traités sont tellement couvrent un tel éventail législatif que ça devient un remplacement de la souveraineté nationale qui n'est pas permise en principe. Parce qu'on peut penser qu'il y a certains... les droits de l'homme et du citoyen, ils s'assoient dessus. Je ne sais pas la question, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais il y a pas mal de choses qui peuvent entrer en contradiction avec ce que vous avez dit, ce qui a été installé, ce qui a été légiféré il n'y a pas longtemps. Absolument. Donc, ce qui est très- Absolument. des lois très Absolument. diverses. Et alors En tant une que des choses... spécialiste, vous voyez ça arriver, pour vous, ça va très loin, hein, ça va trop loin. Ou pas? Ça va très loin. Disons que le problème, c'est que, bon, une loi qui n'est pas constitutionnelle, encore faut-il que le recours éventuel soit accueilli. Et bon, là, l'indépendance de la justice peut poser question, mais Donc, il faut avoir les tenter. moyens, faut avoir les moyens tenter. d'avoir un bon avocat. La personne qui sait se défendre par rapport à ce qui a été mis en place. Quand on voit aussi les divergences entre loi et constitution, par exemple, quand on s'y connaît ou quand on a affaire, quand on peut payer quelqu'un qui s'y connaît, qui travaille bien sur le dossier, un avocat, on est dans une société où ceux qui ont les moyens peuvent s'en sortir beaucoup plus que ceux qui n'ont pas les moyens. Effectivement, mais par exemple, une action que un groupement belge qui a une très bonne façon de procéder, c'est Notre Bon Droit. Excusez-moi, j'ai un chat dans le gorge. Notre Bon Droit a intenté différentes actions et pour se donner les moyens d'intenter ces actions, de payer des avocats, Oui. ils font des crowdfunding, Oui. mais vraiment dédicacés. Donc là, les gens qui sont motivés par telle ou telle action, ils savent que l'argent qu'ils versent, c'est vraiment pour cette action et pour rien d'autre. Et en général, ils atteignent assez vite le budget qu'ils ont indiqué vouloir atteindre pour pouvoir intenter cette action. Voilà, il y a des Et donc ça, solutions. c'est une formule qui me paraît assez efficace pour se donner les moyens de faire les actions adéquates. Tout de même, il y a des personnes qui, à distance, vont aider pour un combat. Absolument, Du absolument. monde derrière Absolument. toutes ces personnes aussi. hein. Il y a du Absolument. monde. Il y a beaucoup de monde qui Tout à veut fait. changer les choses aussi. Absolument, il y a heureusement chacun selon ses moyens, mais il y a beaucoup de gens qui sont prêts à donner un petit écho petit écho financier pour soutenir tout cela et défendre leurs droits. Ce que vous dites est important, parce que quelque part, là vous êtes là pour être là physiquement, pour voir. Beaucoup veulent voir qu'il y a du monde aussi aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de monde derrière leur ordinateur. Tout à fait. Et si je peux me permettre une comparaison, j'avais vu une émission extrêmement intéressante retraçant l'histoire de la donation par la France de la Statue de la Liberté à l'Amérique. Et la France donnait la statue, mais l'Amérique devait financer le socle. Or, le socle était extrêmement coûteux à financer. Tellement coûteux que ni les pouvoirs publics, ni les familles fortunées d'Amérique ne voulaient financer le socle. Et une idée de génie est venue à un directeur de journal, en l'occurrence Pulitzer, et il a dit « Tout qui donne, ne fût-ce que 50 cents, aura son nom dans mon journal ».
Et c'est là qu'on voit la puissance d'un financement populaire. L'argent est venu en masse et en très peu de temps, les fonds ont été réunis pour avoir le socle, pourtant extrêmement coûteux, mais vu le nombre de la population, quelques cents de chacun, eh bien, il n'y avait pas eu de problème. Le socle était financé, tout était bouclé. Donc, si on transpose ça à quelque chose qui n'est pas simplement un symbole, mais vraiment la défense de nos droits réels, ben voilà, il faut mettre chacun 50 cents, 1 euro, 5 euros, tout ce qu'on peut, mais il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on fasse converger les moyens, et à ce moment-là, il y a moyen de payer les avocats adéquats pour défendre nos libertés. Et ça, c'est un message que je tiens à délivrer, c'est qu'il y a toujours moyen. De la même façon, chaque voix compte. Il faut absolument utiliser son vote, et que chaque voix compte, il faut croire à sa voix, et à mon avis, la donner, même à des petits partis, même si on dit, vont-ils ou non va avoir des élus, mais si on vote pour des partis traditionnels la plupart du temps, à coup sûr, on perd nos libertés. Alors, tant qu'à faire, jouons, tentons le coup et soutenons les petits partis, et en espérant qu'ils aient des élus et qu'ils puissent nous défendre. Vous croyez toujours dans la représentativité dans les élections S'il vous plaît. Vous croyez toujours dans la représentativité dans les élections? Et vous en avez qui veulent chasser tout ça, passer à autre chose? Je vais dire que je crois que la démocratie représentative est le seul système qui puisse marcher. Oui. Le gros problème de notre démocratie représentative, c'est que les partis ont le monopole de la présentation des candidats. Or, on peut voter pour qui on veut, mais entre les candidats présentés par les partis. Le problème, c'est que les partis qui ont le monopole de la représentation des candidats fonctionnent de toutes les façons, sauf de façon démocratique. Et c'est là le problème. On crée la plus petite société commerciale. On a une montagne de règles à respecter, qui ne sont pas toutes idiotes, loin de là, il y en a beaucoup d'utiles, mais les partis qui ont le monopole de la présentation des candidats devraient être, plus que tout autre, soumis à des règles strictes, sanctionnées par le pouvoir judiciaire, afin que leur fonctionnement soit démocratique et que les bonnes volontés et les gens qui veulent être sur une liste pour défendre des idées et pas une carrière puissent émerger, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc pour moi, c'est vraiment ça le talon d'Achille de notre démocratie, c'est le manque de réglementation des partis politiques. Je vous remercie, Maurice. Merci aussi. Et bonne chance à Florian Philippot et à tous les patriotes, en espérant un beau résultat.